Question de société et judaïsme avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et ce matin nous parlons de notre date, cette date du 10 Tevet qui est particulière. Oui, effectivement, c'est une date particulière du calendrier parce qu'elle correspond à l'un des 4 jeûnes, une des 4 journées de jeûne prescrites par le prophète Zacharie. Alors on se demande à quoi correspond le 10 Tevet dans l'histoire et pourquoi est-ce qu'on jeûne traditionnellement en ce jour. Et c'est une date qui correspond au début du siège opéré par Nabuchodonosor, donc l'empereur babylonien, autour de la ville de Jérusalem et qui va aboutir à la destruction du temple. Et donc cette date dans laquelle on est, c'est une date d'une grande tristesse puisqu'elle est liée au souvenir de la destruction du temple et au fait, en réalité, que le temple n'a pas été détruit en un jour. On est dans tout un processus qui est malheureusement long, qui met plusieurs mois et qui va se poursuivre dans plusieurs mois avec le 17 Tammuz et le 9 Av au cœur de l'été. Et c'est une date de commémoration, une date de souvenir dans laquelle on doit toujours se dire, et ça vaut pour toutes les époques et de manière peut-être plus intense dans la nôtre, si on était tenté de l'oublier, que tout est toujours fragile. Oui, et aujourd'hui, nous vivons depuis plusieurs semaines ce drame qui est arrivé en Israël. Ce n'est pas, entre guillemets, un hasard. On tombe, en tout cas pour la conception juive, on tombe à un moment de deuil. Et on doit toujours se rappeler, on doit toujours se préserver, je dirais, de l'illusion d'une potentielle toute-puissance. C'est-à-dire, quand on regarde l'histoire d'Israël dans les temps les plus anciens, on aurait pu se dire, le fait de s'installer dans le pays, le fait d'avoir de grands rois comme David, d'avoir un bâtisseur comme Salomon, de pouvoir construire le temple, et en dépit des divisions des 2 royaumes, on aurait pu avoir le sentiment d'une puissance établie. On aurait pu avoir le sentiment que les esclaves qui avaient quitté l'Égypte et qui avaient pu construire ce royaume, ce temple, étaient là pour l'éternité, et on voit la fragilité qui vient se rappeler à eux. Et dans notre génération, on aurait pu se dire le fait que retour de tous les exilés dans le pays d'Israël, la possibilité de construire un État, la possibilité d'avoir une armée forte allait préserver, allait protéger. Et on a un rappel toujours de la fragilité qui est quelque chose de consubstantiel à notre histoire et quelque chose qui revient, et se garder des illusions et ne pas placer nécessairement notre confiance dans tous les mirages que les biens et la force matérielle pourraient nous laisser, auxquels la force matérielle pourrait nous laisser nous attacher. Alors, vous parlez de fragilité. Est-ce qu'il y aurait aussi l'idée que la reconstruction ensuite se fait, mais que l'on ne revient pas tout à fait comme au point de départ, comme si nous étions passés d'un avant à un après et qu'il y ait eu un basculement vraiment de l'histoire? Dans tous les cas, le peuple juif, c'est le peuple de l'histoire. C'est le peuple de l'histoire, c'est-à-dire qui se place dans une linéarité, avec le principe, l'idée de création qui est à la base de la Torah, et l'espérance d'un monde futur, l'espérance messianique qui est au cœur, je dirais, de la manière d'être juive, d'être tournée aussi vers l'avenir. On n'est pas, comme on pourrait le trouver dans certaines sociétés, sur un mode de vie qui serait un mode de vie cyclique, qui serait un mode de vie dans lequel on est dans l'éternel retour, dans lequel on aurait uniquement un petit peu comme des animaux, marqués par les saisons, marqués par le cours de la nature. Finalement, qui marquerait une linéarité. Alors non, ce n'est pas du tout ça. Voilà, qui marquerait une répétition globale. Le peuple juif, il est dans la linéarité. Il est dans une grande ligne. Et évidemment, il est dans une grande ligne dans laquelle on prend acte des événements qui ont eu lieu et on prend acte de ces destructions. Mais ces destructions ne sont jamais des choses qui, je dirais, auraient vocation à nous achever ou à nous faire entrer dans une sorte de mélancolie ou de désespoir, puisque le tragique a eu lieu, puisque la destruction a eu lieu, on reste enfermé dedans. Mais au contraire, ce sont des éléments qui nous disent le temple a été détruit, on a eu à subir un coup, on a eu à subir un choc. Eh bien, il s'agit de reconstruire dans le passé, mais dans la société juive aujourd'hui, de reconstruire, je dirais, de la sécurité, de reconstruire de la confiance, de venir soigner les blessés, de venir donner
de l'espoir, mais toujours en prenant en compte l'expérience. Jamais en laissant entendre c'est quelque chose de passé, et puisque c'est passé, ça a vocation à être derrière nous, c'est quelque chose qui nous constitue, c'est quelque chose qui nous construit, qui nous fabrique, mais donc, que l'on a la mission de dépasser. Oui, il y a l'idée aussi de l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire on reconstruit, mais pas à l'identique, on reconstruit peut-être plus fort, en tout cas plus averti, plus clairvoyant et différent donc. On n'est jamais dans la répétition et on n'a pas le droit de répéter à l'identique. Chaque génération apporte aussi sa singularité et l'histoire nous livre ses enseignements. Alors on a coutume de dire que la seule leçon qu'on tire de l'histoire, c'est le fait de ne pas tirer de leçons de l'histoire. Et pourtant, disons que la connaissance, la conscience nous permet d'éviter, je dirais, des écueils ou des imperfections auxquelles on a pu être confronté. D'où l'importance de commémorer finalement, d'où l'importance de la mémoire. Et ce jeûne du 10 Tevet que nous vivons aujourd'hui, c'est un moyen non seulement de prier, j'imagine, mais à la fois de commémorer pour en tirer ces et de ressentir en soi, de porter la chose en soi et de se rappeler une chose absolument essentielle qu'on trouve dans le principe de Knesset Israël. Quand on parle de Knesset Israël aujourd'hui, dans l'État d'Israël moderne, contemporain, on pourrait penser qu'il s'agit du Parlement, de l'Assemblée nationale en Israël. Dans la tradition juive, au sens large et long du terme, ce qu'on appelle Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël, mais une assemblée qui ne comporte pas uniquement les Juifs qui sont vivants aujourd'hui, qui contient toutes les générations depuis les temps les plus anciens, donc nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, jusqu'à les temps les plus reculés, et aussi nos descendants dans les temps futurs. Ceux qui verront le jour demain, après-demain et encore après-demain. Et donc, on a dans l'idée, quand on est dans une commémoration comme celle-là, qu'on se rappelle de quelque chose d'absolument essentiel, c'est que, évidemment, on est aujourd'hui, vous et moi, en 5784 ou en 2023, selon la façon dont on compte, mais en réalité, quand on se rattache à une date comme celle-là, on est les contemporains de tous les Juifs qui nous ont précédés et de tous les Juifs qui vont vivre après nous. Et à la fois, c'est très dur, monsieur le rabbin, c'est très dur de vivre ces commémorations. Quand on se laisse traverser par cette mémoire, est-ce que ça nous détruit pas un peu ? Est-ce que ce n'est pas... Oui, on en tire des leçons, évidemment, mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette mélancolie, cette tristesse des drames passés ? Écoutez, peut-être que certains le ressentent de cette manière-là, mais au contraire, je dirais, il y a de manière paradoxale ou logique la joie d'être les héritiers de tout cela, la fierté de s'inscrire dans une grande histoire et le fait de se dire que la fuite en avant vers l'ignorance n'est jamais une solution. On pourrait croire dans une certaine insouciance qui vise à mettre sous le tapis un peu comme de la poussière qu'on n'a pas envie de voir. C'est imbécile heureux. Voilà, exactement. On pourrait avoir cette idée de mettre de côté ce qu'on n'a pas envie de voir, mais en réalité, c'est prendre le choc de manière plus brutale au moment où il vient. L'idée, c'est d'être prêt. Mieux vaut être intelligent et peut-être un peu malheureux quand même. C'est votre choix. Ah non, moi je suis... Mieux vaut être intelligent j'aurais pas la prétention de me décrire comme intelligent. En tout cas, j'ai l'espoir d'être un homme heureux. Merci monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Vous écoutez